Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes, nouvelle vidéo dédiée au service. Lors de la dernière vidéo, on avait vu le cluster IP, donc un service vraiment dédié, on avait fait un focus dessus. Là, on va voir les autres services. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus rapide. Ça va poser un petit peu les bases de ce qu'on va voir pour la suite. On fera, je pense, dans la prochaine vidéo, regarder un petit peu derrière les services, ce qui se passe, essayer de comprendre un petit peu les choses qu'on va toucher encore un petit peu du doigt aujourd'hui, pour essayer de bien cerner les choses, essayer de se rendre compte que finalement, Kubernetes c'est un orchestrateur, les services c'est un objet, une ressource à l'intérieur de ce cluster finalement, qui est décrit sous forme de manifeste YAML, mais derrière, il n'y a pas que de la magie, hein, il n'y a même pas de magie généralement. Alors si le côté qui est magique, c'est ce qui est automatiquement généré, l'impression que tout est simple, mais finalement, vous allez voir que ça génère plutôt pas mal de choses derrière qu'il faut avoir en tête, notamment pour des questions d'échelle par exemple. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes plus de la moitié à ne pas être encore abonné à la chaîne. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, hein. C'est des milliers d'heures passées sur la chaîne, donc vraiment beaucoup de travail, il y a plus de 1700 vidéos sur la chaîne. Allez voir la page d'accueil, j'ai essayé de les classer vraiment par type, etc. Si vous voulez aussi faire la même chose sur Ansible, vous pouvez le faire. Si vous voulez redécouvrir Docker, vous pouvez le faire également, il y en a beaucoup comme ça. Likez, commentez, ça coûte pas grand chose pour vous, mais moi en tout cas ça me permet de soutenir aussi également la chaîne pour que elle soit un peu mieux représentée. Donc c'est parti pour les services, la suite des services même, puisque lors de la vidéo précédente on avait déjà vu donc cluster IP. Donc aujourd'hui on va voir node port, load balancer, external name. Alors load balancer, on va en parler d'un point de vue théorique, parce que derrière j'ai pas envie de prendre un cloud provider exprès pour vous montrer que finalement ça fait que d'interagir avec le load balancer du cloud provider. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le principe derrière ces choses-là. Idem pour le node port, alors lui on va le manipuler, mais c'est finalement assez sommaire, même si on en comprendra plus avec je pense, la prochaine vidéo. Et puis l'external name, qui lui, je vous le disais, est moins utilisé. On va essayer d'en parler quand même 2 secondes pour essayer de comprendre quel peut être son cas d'usage pourquoi il est présent dans Kubernetes et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Cluster IP, on l'a déjà vu. Donc lui, on a dit que c'est quelque chose qui est dédié vraiment à essayer de gérer du load balancing dans Kubernetes tout en fournissant du DNS derrière. Alors, ok, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais donc on a aussi le mode à côté qui est node port. Je vous en parlais lors de la vidéo précédente. Attention avec node port, parce que vous voyez qu'autant sur la slide précédente, on avait le fait que normalement on ne peut pas accéder de l'extérieur à un service de type cluster IP, sauf du routing, du BGP, etc. etc. Avec node port, là c'est vraiment à partir de Kubernetes même et de son fonctionnement, et c'est même ce qui est recherché, on va exposer un peu comme du coup c'est très proche de ce que fait Docker avec le "-p", de remapping finalement de port, ou en tout cas la publication de port. Donc ce qui va se passer, là on voit, on a notre cluster, on a 2 workers, on a des pods avec des applicatifs éventuellement. Ces services vont être utilisés par le kubectl, qui lui va avoir en charge, donc les services, de toute façon c'est kubectl qui a une grosse partie de la charge de manager ces services, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo notamment. C'était le cas aussi pour cluster IP. Et derrière, donc ce service là, ça ne change pas par rapport à cluster IP, c'est-à-dire qu'il a une IP, un port en interne au niveau de notre cluster. Il fournit aussi toujours le DNS, même s'il est en mode node port, mais le node port apporte un élément complémentaire qui va être le port d'exposition de ce service sur l'ensemble des nœuds du cluster. C'est pas juste uniquement sur un nœud comme on pourrait le faire avec Docker. Donc ça veut dire que dès lors que vous créez un service de type node port, admettons on a toujours nos nginx en dessous qui répondent avec les IP des ports, des pods sur le port 80. On va créer un nouveau service comme on a fait lors de la vidéo précédente 8080. Ok, ça va toujours exister, mais on va avoir aussi un port supplémentaire qui va être réservé au niveau de toutes les machines du cluster. Et ça va nous permettre de joindre de l'extérieur, à partir des interfaces des machines du cluster, directement
le port en question et du coup le service en question et in fine les pods en question. Donc c'est vraiment, ça permet de diffuser. C'est ce qui est aussi notamment, qui peut être aussi utilisé pour les ingress controllers par exemple. Je vous disais dans la vidéo précédente, NodePort, grosso modo, c'est quelque chose qui est plutôt à éviter d'utiliser, mais dans certains cas précis, c'est le bon outil à utiliser. En tout cas, c'est celui qui peut s'y prêter le mieux. De la même manière aussi, hein, c'est qu'un service, on peut en avoir plusieurs pour des ports aussi. Alors ça, c'est valable aussi pour Cluster IP, c'est valable à peu près dans tous les cas de figure. C'est que si on a un service ici, qui s'appelle Tutu par exemple, alors nos services vont être diffusés partout de cette manière-ci, puisque les cubes proxy, en gros ce qui va se passer, c'est que on va avoir une capacité au niveau de Kubernetes quand on crée un service d'un point de vue manifeste, donc on crée notre fameux manifeste de service, on va dire que c'est un node port. Tous les cubes proxy du cluster vont avoir connaissance de cette nouvelle règle finalement, puisque derrière on découle des règles, et il va les appliquer au niveau de chacun des serveurs, comme un agent, mais un agent dédié vraiment qu'à la stack réseau, qu'à la partie réseau même, dédiée à l'exposition du port pour cette partie-là. Il ne fait pas que ça. Mais voilà, c'est important, donc du coup ça veut dire que le cube proxy partout va aller mettre en place ce node port, le port en question qui va permettre de mapper par derrière vers les pods en question. Alors le schéma ne veut pas dire ça, mais ce qui est possible aussi, c'est que un pod, donc un applicatif avec plein d'instances derrière, donc plein de pods derrière, cet applicatif, on va pouvoir l'exposer avec un service, mais on peut l'exposer avec plusieurs services aussi. On n'est pas limité de ce côté-là, c'est des choses qui sont possibles pour un même pod de données. On se fait tout de suite la petite démo par rapport à ça. Donc, si on reprend ici tel qu'on était un peu précédemment, alors là j'ai plus rien, j'ai plus de pod, j'ai pratiquement plus de services. Donc on parlera des services qui sont présents de base par défaut. Donc on va faire alors où est-ce qu'on était? On va faire un kubectl create deploy. Donc je varie un peu les lignes de commande, mais habituez-vous à ça, utilisez des alias, n'en utilisez pas. Le but c'est de retenir la ligne de commande, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'outils qui permettent d'éviter cette ligne de commande. Je trouve que c'est quand même toujours bon quand même de la pratiquer à titre perso. En tout cas j'aime plutôt la pratiquer parce qu'elle est assez remarquablement bien faite. Donc nous on va dire qu'on lance toujours nos Nginx avec des réplicas. Nos réplicas, on en a, on va dire 10 par exemple, et on va le lancer tel quel. Donc si je fais un kubectl get pod, ok, j'ai bien tout ce qu'il faut. Si je fais un kubectl get deployment, j'ai mes déploiements, je vois que j'en ai 7 sur 10 pour le moment. Maintenant j'en ai 10 sur 10, et je peux aussi checker le réplica 7 qui va avec, bien sûr. Donc on revoit tout de suite nos empilements. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un service de type node port. Alors, toujours pareil, on a deux types, soit le mode expose, soit le mode create du service. Donc on va passer par le mode create, donc kubectl create service. Là on est sur du service de type node port. On est sur le deployment donc, qui s'appelle Nginx. Donc du coup on va appeler le service Nginx. Là on mappe pas tout à fait comme le kubectl expose qui lui a plutôt une vocation à mapper avec un déploiement. On va faire kubectl expose deployment, le nom du déploiement en question, node port pour type node port. On peut essayer de se le faire comme ça. Kubectl expose. Qu'est-ce que j'ai dit? Expose deployment. Le déploiement, on a dit qu'il s'appelait Nginx. Le type, donc là on est sur du node port. Alors les majuscules c'est toujours là où c'est tendancieux. Le target port. Port. Alors je crois qu'on peut lui passer le TCP directement. Le target port, nous ça va être le 80. Le port, ça va être le 80-80 si on veut faire à peu près la même chose qu'on avait précédemment. Et je pense qu'avec ça, on n'est pas trop mal. kubectl get svc. Là, on a donc notre service de type node port qui s'appelle Nginx. Donc, vous voyez, du coup, là, on aurait pu mapper différemment. Le nom serait appelé différemment. C'est pas grave. On est sur donc notre fameux service ici qui répond sur
le port 8080 comme on avait précédemment et qui répond avec du Nginx. Là, comme je vous disais, ça c'est un peu spécifique, c'est comme si on était au niveau du cluster malgré tout, hein. C'est pas toujours le cas. Et surtout, ce qui est important, c'est que là, on a créé le port 31248. Ce port 31248, c'est ce fameux node port, c'est-à-dire celui qui permet d'exposer les choses. Ah, alors je sais plus ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit une bêtise, mais je vais quand même rappeler, ou en tout cas corriger si j'ai dit une bêtise. Les ports en question, c'est des ports dynamiques entre le 30 000 et le 32 767. De mémoire, vous pouvez quand même les fixer si jamais vous voulez le faire. Pour les fixer, vous pouvez créer un service en mentionnant et en forçant le port dès lors que celui-ci n'est pas déjà pris. External IP, on n'en a pas, et donc là c'est créé, ça fonctionne. Alors comment faire pour vérifier si ça fonctionne? Je peux me mettre sur une machine par exemple en dehors de mon cluster ici. Hop, voilà. Donc là je suis comme si j'étais en dehors de mon cluster et en dehors de la VM qui fait tourner mon cluster. Souvenez-vous, on est avec K0S, donc du coup là on est vraiment complètement en dehors du truc. Et là ce qui se passe, c'est que je peux prendre l'IP de ma machine ici, hostname -grand-i par exemple, plein de manières de récupérer tout ça. De toute façon, on récupère l'IP de la VM, donc c'est là où on a exposé finalement, puisqu'on en a qu'une en plus, le service en question sur cette interface là. Donc si c'est une IP publique, attention, hein, je répète, sur une IP publique, ça sera exposé publiquement également, sauf à avoir des règles firewall, bien sûr, pour éviter ce genre d'écueil, parce que c'est une faille de sécurité. Là, vous voyez, hein, je suis à l'extérieur, donc si ça avait été une IP publique, ce serait la même chose si j'avais pas de règles firewall qui limiteraient les choses. Donc là, on a bien le Nginx qui répond. Ok, donc ça, c'est cette fonctionnalité du node port qu'on retrouve derrière. Normalement, hein, on va retrouver un kube proxy qui est en train d'écouter sur le port en question. En tout cas, ça devrait être quelque chose comme ça. Netstat-top. Alors, c'est pas tout à fait ça, non. Ouais, c'est pas tout à fait ça. On en reparlera, mais ça se joue derrière à coup de... Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Ça se joue à coup de règles IP tables, en fait. Tout ça, tous ces éléments-là. Donc là on va rechercher, par exemple, on va faire un grep sur le port 31248, on n'a rien, malgré tout ça fonctionne. Donc on en reparlera un petit peu avant, ça joue avec des règles de pré-routing au niveau de IP table notamment. Donc ça c'est le node port, très important d'un point de vue sécurité. Donc quand est-ce qu'on l'utilise? Généralement pour soit débugger, parce que c'est-à-dire vous mettez en place quelque chose assez rapidement, vous voulez pas créer des stacks qui sont ou les objets Kubernetes qui sont au-dessus et qui permettent d'accéder à vos services. Vous voulez pas, voilà, vous voulez faire assez rapidement, un peu salement, et donc vous créez votre service de type cluster IP, puis après vous vous dites ah ouais mais je peux pas y accéder de l'extérieur si je veux vérifier l'interface graphique, ou est-ce que ça fonctionne bien, ou également, ce qui est possible, c'est qu'en fait, on verra, hein, pour accéder finalement à la chaîne qui va de l'entrée d'un cluster jusqu'au pod, on passe par généralement assez souvent un ingress controller qui, grâce à des règles qui s'appellent des ingress, permettent de faire le routing comme un reverse proxy finalement. Ensuite, ça arrive à notre service qui lui permet de load balancer sur les pods. Ça, ce qui peut se passer, c'est quand on a besoin de debug, astuce, hein, quand on a besoin de debug cette chaîne-là, on aime bien, généralement, hein, sur ce type de chaîne, c'est pouvoir remonter morceau par morceau. Ce qui peut être très intéressant à voir, c'est déjà, alors bon, on peut avoir les informations des fois par ailleurs, hein, par d'autres modes de troubleshooting, c'est de se dire, ok, je vais directement exposer le service final qui est censé servir les pods, et si ce truc-là, déjà juste en node port est capable de me fournir par exemple l'interface graphique ou l'API directement, ça veut dire que tout ce qui est derrière fonctionne. Donc il faut plutôt se concentrer sur ce qui est devant. Donc ça c'est ce dont à quoi peut servir le node port. Deuxième cas de figure du node port, c'est le fameux ingress controller, mais là on va pas être sur des ports de type 30 000 ou etc. Généralement on va fonctionner un petit peu différemment, ça va permettre d'exposer des pods 80 à 443,
des hosts pour pouvoir les utiliser à peu près sous le même fonctionnement que ce qu'on a là. Je dis à peu près. Le cas du service de type load balancer, qu'on va voir d'un point de vue plutôt théorique cette fois-ci, c'est un petit peu différent par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, mais ça change pas tout quand même. C'est-à-dire qu'on va se remettre dans le même cas de figure, par exemple, que ce qu'on avait vu précédemment, que ce soit les clusters IP ou les node ports, hein, finalement. C'est-à-dire on a un service qui est capable de fournir le trafic pour les pods qui sont derrière, sur une IP, un port, toujours le même principe. Ce service va avoir à l'intérieur du cluster Kubernetes, hein, vous voyez, on est toujours en mode on fait un peu plus à chaque fois. Donc il va nous fournir à l'intérieur du cluster Kubernetes son DNS interne, son IP, son port à l'intérieur du cluster Kubernetes. Mais au-delà de ça, le type load balancer fait que on va se connecter à un contrôleur manager. Alors souvenez-vous, dans les contrôleurs managers, il y en avait deux, hein, si vous vous souvenez de ce qu'on avait évoqué dans la partie architecture de Kubernetes. Donc le premier c'était le contrôleur manager, et là c'est le cloud controller manager qui va permettre d'administrer les choses. Vous voyez que c'est dispo depuis la V1.11 de Kubernetes, donc ça commence à faire pas mal de temps. Ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de manager les services fournis par un cloud provider, et notamment, principalement, le service de load balancer des cloud providers, que ce soit EKS, AKS, Google, que ce soit d'autres, Scaleway, autres, OVH, etc., OpenStack. Vous allez pouvoir, en tout cas, les cloud providers, pour fournir ces services-là, vont interconnecter directement en fait la partie proxy avec kubeproxy avec ce système, leur système de load balancer qui est externe au cluster Kubernetes. Et ça veut dire que de manière dynamique, quand on va créer ce type de service, en le flaguant load balancer, le service au moment de sa création va interagir avec, à l'extérieur via API, hein, généralement, le service de load balancing du cloud provider en question, faire une réservation d'IP, de port, les éléments qu'il lui faut pour pouvoir configurer ce load balancer, et ensuite assurer que le trafic va être assuré avec le service vers les pods en question. Ces fameux endpoints dont on va parler tout à l'heure. Et donc ça, c'est fait de manière dynamique complètement. Ça met un peu plus de temps, hein, généralement, pour créer ce type de service. Alors le service est créé généralement assez vite, mais derrière, donc si on reprend ici, quand on fait un kubectl get svc, vous voyez qu'on a external IP. C'est ici que va être renseigné l'IP du cloud provider en question. Et il n'est pas rare d'attendre quelques minutes avant que cette IP ne soit renseignée, puisqu'il y a quand même un moment où il faut que ce service externe fasse la réservation, ça peut être plus ou moins rapide, et ensuite l'information redescende jusqu'à notre service de cluster. Donc voilà le principe, ça reste relativement simple à comprendre, mais voilà, très très intéressant comme élément. Alors ensuite, il reste le dernier service en question. Après, on verra juste un petit mot sur les endpoints. Le dernier service, c'est le external name. Le external name, comme je vous disais, il faut le voir comme un CNAME au niveau DNS, finalement. Il va permettre d'assurer cette fonction de CNAME à la fois à l'intérieur du cluster Kubernetes, c'est-à-dire un service qui est connu sous un nom donné, souvenez-vous, avec un DNS attaché au namespace par exemple d'à côté. Et moi j'ai mon propre namespace, là c'est ce qu'on a, on a le namespace 1, namespace 2, ici je crée un pod qui s'appelle bidule dans le namespace 2, celui-ci, lui, potentiellement, il peut accéder encore à ce service-là, mais avec un DNS par exemple du namespace 2. Ou encore, le deuxième cas de figure, c'est on peut avoir des CNAME avec des choses qui n'ont rien à voir du tout dans notre cluster, comme par exemple des choses qui sont à l'extérieur, comme par exemple, voilà, un exemple google.fr. On va s'en créer un juste pour voir, et vous allez voir, c'est pas fou, hein. Donc pour créer ça, alors on peut faire un kubectl create, etc.
Nous, on va se le faire comment? On va se le faire complètement à la main. Je crois qu'il y a très peu de lignes. Donc, on va l'appeler svc.yml, comme ceci. Donc, on a forcément API version 2. Je crois qu'on est sur la V1 tout court. Voilà. Kind service. Kind 2.service. On a forcément... Oh là, cool, ça va pas marcher ça. Metadata, on l'a forcément. 2 points. Dans ces metadata, on a un nom, donc on va l'appeler external name 1 par exemple, et on va le créer dans un namespace. Alors nous, on a gardé le namespace 1 qu'on avait tout à l'heure. Alors quel cas de figure on veut faire? On va le mettre dans le namespace default, donc dans celui où on doit être actuellement pour le moment, dans le namespace default. Et on va donc déclarer les spécifications de ce service-là. Donc il va lui falloir lui donner le type. Le type, c'est external name. Et il va falloir donner le nom. Hop là, si on ne fait pas ça. Et il va falloir donner son nom. Donc external name. Donc là, c'est là comme... Ouais, external name, c'est comme ça qu'on va passer le nom en question. Alors le nom external name, c'est comment on va l'attaquer de l'extérieur. Alors j'ai dû, voilà, hop là, il manque un petit peu, tiens, pendant que je le vois. Et ici on va dire, tiens, voilà, ça correspond à google.fr. Donc ce service EN1 dans le namespace default correspond à... Donc c'est comme si on faisait un CNAME vers google.fr. On a tout à fait le droit, il n'y a pas de souci. Et ça doit fonctionner. Donc hop, on va l'enregistrer, on va faire kubectl apply -f de svc, comme ceci. Il nous dit qu'on a une erreur, false, API version not set. Ah, j'ai fait le typo, tous les coups, API version, ouais. Varion, ça risque pas de marcher, vous, j'imagine que vous l'aviez vu déjà longtemps, mais bon, voilà. Ok, enregistré. On applique, voilà. Donc là, kubectl get svc, j'ai mon fameux truc qui s'appelle EN1. Et vous voyez que même là, external IP, il fait, de toute façon, ouais, ça correspond à une IP externe hein, finalement, donc google.fr, ça a un peu de sens, et ça s'appelle, donc c'est un de type external name. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire? On va se mettre comme ceci, on va lancer donc kubectl, alors tiens, on va le faire en direct comme ça, run, donc là, on est dans quel namespace déjà? On est dans le namespace default, très bien. Nous, on l'a créé dans default, ouais. Donc, on va lancer un pod directement. On va faire un run. La dernière fois, on va lancer un pod pour lancer un exec, pour ensuite faire des commandes dedans. Là, on va lancer directement le pod. On va l'appeler app, -image. On va prendre une alpine pour que ce soit relativement léger. Alors, je fais que des trucs. Alpine. On va dire -ti pour être tout de suite en mode interactif, -rm parce qu'on veut le supprimer si jamais on en sort, et -restart égale never de manière à pas s'embêter avec des redémarrages éventuels, et on va lancer un shell. Donc ok, donc avec ça il nous télécharge l'image et on arrive dedans. Ok, donc là on va faire un curl, peut-être qu'on va faire. Donc on va faire d'abord un ping. Si je fais un ping de google.fr, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond ça et cette IP. Ok. Donc là je vais faire un ping cette fois-ci de mon service external name qui devrait à peu près me répondre la même chose, c'est-à-dire donc je suis EN1 dans le namespace default, dans pour un service, et pour le domaine name où j'ai jamais défini de domaine name de mon cluster, donc du coup c'est cluster local. Et là ça répond toujours. Donc là c'est cool parce que vous voyez qu'on est sur Google. Moyen de vérifier, alors c'est pas un truc de fou, c'est de faire un APK update. On va faire un APK add de curl ensuite, voilà, toc, et on va faire un curl de notre truc qui s'appelle donc external name 1 .default.svc .cluster.local. Donc ça c'est un truc qui est vraiment important à retenir au niveau de Kubernetes, hein, c'est DNS. Voilà, donc là vous voyez que c'est Google qui nous répond avec son font à lui, etc. Donc ça marche. Jusqu'où ça marche? En fait, si je fais ça
ça marche encore, souvenez-vous, on est dans notre namespace default, donc ça marche, ok, et si je fais un curl de EN1, ça répond toujours, et oui, parce qu'on est dans notre namespace default, et on a donc un comportement par défaut qui fait qu'il va aller chercher dans le domaine du namespace en question, dans le sous-domaine du namespace en question default, et ensuite il va compléter automatiquement derrière. Donc ça marche bien. L'autre moyen serait de dire de changer de namespace. On peut sortir du truc là. Toc, vous voyez, hein, je sors, hop, il delete et finalement le pod est clean aussitôt. On va changer de namespace. On avait un namespace 1 par exemple. Donc je suis ici, j'ai pas de service, ou pas celui-ci en tout cas, voilà. Et on va faire notre run pareil ici. Mais cette fois-ci, du coup, on est dans le namespace NS1. En plus, je ne spécifie pas de namespace, donc c'est forcément dans celui où je suis. Mais lors de la précédente vidéo, j'avais pas clean. C'est ça, c'était le getPod. Ouais. Delete pods app, voilà. Et donc là, on va en faire notre kubectl-run. Alors, il va mettre quelques secondes à s'arrêter, je pense, parce que il n'avait pas de process qui prenait en compte le sigterm, a priori. Donc j'aurais pu faire un --force que j'ai pas trop montré parce que c'est pas vraiment recommandé, parce que quand on a une suite de ressources dépendantes les unes des autres, si on fait un force, ça peut créer une inconsistance, on va dire, en termes d'objets. Ok. J'aurais quand même mieux fait de le faire. Si jamais on a à le refaire, on le fera comme ça. Voilà, donc là on est reparti sur notre run. Hop, voilà. Voilà. Donc là on va faire apk update. Apk update. Et apk add curl. En plus la commande est un peu plus petite que sur Debian. Et on va faire un curl, donc on a dit de ns1. Là on va aller chercher dans le namespace qui est à côté. Hein. Nous on est dans le en1 plutôt. On est dans le namespace default, dans le namespace ns1. Et donc on va aller chercher dans le namespace default. Et on va faire un curl dessus. Et là on a bien une réponse qui fonctionne. J'aurais pu mettre la totalité, mais vous voyez que c'est pas forcément nécessaire. C'est même pas nécessaire dans notre cas de figure, ça répond toujours. Donc ça c'est assez cool. Donc là on est dans le cas où on a fait pointer vers un service extérieur. On peut faire pointer aussi vers un service interne. Par exemple ici, on a notre Nginx, est-ce qu'il fonctionne encore lui? Je sais plus ce que j'ai cassé ou pas cassé. Notre Nginx qui est là, qui répond sur le 8080, notre service, ok, il fonctionne. Il est dans le namespace NS1. Nous, au-dessus, on est dans le namespace default. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne veut pas forcément avoir à faire ce genre d'opération-là. Donc c'est-à-dire curl de Nginx. On sait que l'autre service, il est dans default. Je fais ça sur le port 80, ça répond. Moi, je fais, ah non, en fait, ce que j'aimerais bien, pour X ou Y raison, je veux pas pointer vers le namespace en question. Ça peut être des fois utile, par exemple, sur des migrations. Idem, hein, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, le external name, il peut être très utile pour des migrations. Pour des migrations, par exemple, de DNS, ou de choses qui sont à l'extérieur de Kubernetes, ben, on va quand même créer un CNAME à l'intérieur de Kubernetes. Et ce qui fait que pendant une période transitoire, on va avoir un DNS qui va être, on va dire, Kubernetes packagé et utilisé par nos applicatifs comme si on était dans Kubernetes, mais on va pointer vers des choses en dehors de Kubernetes. Et puis quand on va migrer, qu'on va ramener les choses, on verra pas trop la différence parce que finalement, on gardera toujours un pointage vers des choses qui sont dans Kubernetes. Là, on peut faire à peu près la même chose pour les namespaces, c'est-à-dire que ici, là, vous voyez que j'ai été précisé, hein, Nginx default, si je fais Nginx tout court 8080, ça ne répond pas puisque dans mon namespace en cours qui est le NS1, je n'ai pas ce service là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est créer dans le namespace dans le namespace NS1 un service qui pointe vers l'autre service. Pardon. Et finalement avoir une résolution qui va se faire. On peut le faire même assez rapidement, comme ceci. On va casser celui-là. Là, on va l'appeler par exemple. On va lui donner exactement le même nom. On imagine qu'on est en train de faire une migration. On lui donne exactement le même nom, sauf que lui, on va le mettre dans NS1.
ça doit marcher normalement. Et là, on va lui dire, bah écoute, ouais, mais en fait, c'est pas le Nginx du NS1 vers lequel on veut pointer, mais c'est vers le Nginx du default .svc.cluster.local. Et lui, on va bien le créer, du coup, ce service-là, ici, on va bien le créer dans NS1. Comme on lui a spécifié un nom vraiment précis, il va aller le chercher, normalement. Hop là. Ok, on va faire un apply. Toc. Et là, si je fais un kubectl get svc, mais dans ns1 pour vérifier qu'il m'a bien créé ce service svc dans ns1 comme ceci, il m'a bien créé le service Nginx qui pointe in fine vers celui-ci alors qu'on est dans les namespace 1. Ça veut dire que ici, ça doit marcher. Voilà. Maintenant, ça marche. Et en vrai, ça marche aussi encore, parce que du coup, on a pointé vers notre namespace local, donc c'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Nous, on a créé donc notre service, historiquement, on a notre service Nginx ici, avec notre déploiement Nginx et tout notre bazar Nginx ici, hein, dans namespace 2, on va dire. Ben là, ce que j'ai juste été faire, c'est que j'avais mon pod qui tournait là, j'ai été créer un external name ici, qui pointe vers cet autre service-là, donc un cname, et du coup la résolution se fait, et du coup la communication se passe. Comme je vous le disais, les namespaces n'ont pas une vocation d'isolation et de sécurité, c'est faux. D'un point de vue réseau, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'on va rajouter au-dessus qui va permettre de faire ça. C'est par exemple les network politiques qui vont permettre de dire bah, tel namespace communique avec tel namespace ou pas. On va pouvoir faire aussi de la réservation de ressources pour des namespaces, CPU, RAM, mais ce n'est pas une fonction de sécurité. Alors oui, un peu de sécurité parce que ça va éviter de casser qu'une équipe par exemple qui gère un namespace et une autre équipe qui gère l'autre namespace n'aille pas à réserver plus de ressources qu'ils ne peuvent pour interagir l'une avec l'autre et détruire le travail de l'autre, on va dire, juste pour des questions de ressources, CPU ou RAM. Mais d'un point de vue réseau, il n'y a pas de segmentation par rapport à ça. C'est ce qui va être ajouté par la suite qui peut permettre de le faire. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un point qui est aussi intéressant, alors c'est juste découverte pour le moment, c'est le kubectl get endpoints. Alors ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici. On va ressortir de tout ça. On va se remettre dans le namespace default où on a toute notre palanquée de pod Nginx finalement. Kubectl get pod ici. Donc on a tout ce petit monde qui existe. On va les mettre en dessous plutôt, voilà. getpod-override. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai des pods Nginx qui répondent sur le port 80. C'est ce que sert le service qui est devant. C'est-à-dire que mon service kubectl get svc, alors on peut faire un kubectl all, kget all, pardon. Voilà. Là, ça va nous permettre d'afficher un petit peu tout ce que l'on a. C'est-à-dire on a nos pods. On a notre service, alors celui qu'on vise tout de suite, c'est celui-ci, Nginx, qui est dans le namespace default. Ok. Lui, il s'interconnecte avec lui, hein, parce qu'il y a toujours ce fameux label app.nginx présent dans les pods, et le sélecteur du service est basé dessus sur app égale nginx. Ok. On va se remettre là. Et bien, si je fais ça, et que je me mets au-dessus, j'ai un autre objet dans Kubernetes, kubectl get endpoints, ou EP, ça marche aussi. Et si je fais ça, alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ok, tu as un endpoint qui s'appelle Nginx, et qui derrière est alimenté par 1, 2, 3, plus 7, ça veut dire 10. 10, c'est mon nombre de pods, et si vous regardez les IP ici, c'est les pods en question. Et donc ces endpoints, c'est ce qui découvre finalement tout ce qui est découvert par ce fameux label sélecteur des services. Donc on a notre sélecteur, on sait que c'est app égale nginx, ce qui est appliqué en permanence pour vérifier le nombre de containers là. C'est-à-dire que si je fais un kubectl scale deployment nginx et que je dis que je passe à réplica 30, toc ici, là si je le fais alors assez rapidement,
Voilà, là on en a 8, il va y en avoir 9, et on va bien sûr monter comme ça jusqu'à 30, et il les découvre de manière dynamique. C'est le matching hein, qui est fait, c'est ce qui permet derrière voilà, de savoir vers qui on va load balancer les choses. Derrière, si on veut avoir une meilleure vue, on va faire un kubectl describe EP donc, qui porte le même nom que le service. Et là, du coup, on va retrouver nos éléments ici, comme ceci. Et derrière ça, alors les endpoints, c'est même plus sioux que ça hein, pour les gens qui veulent creuser. Vous avez kubectl endpoint, alors est-ce que je me trompe pas, slices, voilà comme ceci. On va faire un describe dessus de notre endpoint slices de nginx ici. Et ça, c'est un truc qui est assez important, ça va être des regroupements, on va dire, donc en mode slice, de blocs d'éléments à load balancer. Et à savoir que généralement, il y a des limites qui sont fixées. Par exemple, la limite de slice, je crois que c'est 100 par défaut, quelque chose comme ça. Ce qui va avoir des incidences derrière en termes de vitesse pour... en tout cas plus ou moins de latence pour pouvoir déterminer vers qui on load balance et de travaux sur ces aspects-là. Il y a pas mal de choses à voir, peut-être il y a des petites choses à voir autour de ça, et c'est assez intéressant de creuser ces choses-là. Voilà. Ça, c'est des choses que, voilà, vous n'allez pas apprendre ça pour la CK, la CKS non plus, et la CKAD non plus. Je ne crois pas que ce soit... En tout cas, sur la CK, c'est pas au programme, mais et sur la CKS non plus. Mais c'est des choses qui peuvent être utiles. D'ailleurs, il n'y a pas tant de gens que ça qui doivent connaître ces éléments-là. Et le fine-tuning, surtout, au niveau de ces éléments-là, est très spécifique. Il faut avoir des besoins particuliers, il faut avoir beaucoup de pods. Et au-delà d'avoir beaucoup de pods, il faut avoir beaucoup, surtout, de réplicas. Si vous avez moins de 100 réplicas, vous n'êtes généralement pas forcément... déjà concerné, même si vous en avez un peu plus, ça va pas changer le cours du monde. Contre, si on avait beaucoup plus, et avec des besoins de prise en compte rapide du nombre de réplicas, etc., là, ça va jouer beaucoup. Voilà, alors ça sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais ce sera dans 2 vidéos. On découvrira Dockercoin, et ça sera notre petite mise en application pour les débutants de ce qu'on vient de voir jusqu'ici avec une architecture de microservices, micro-teasing on va dire par rapport à tout ça. Merci au passage à Jérôme Petazzoni et la société Enix. Dockercoin, je vous en toucherai 2 mots, mais c'est grâce à eux que je peux utiliser ce type d'outil là, même si ce qu'ils fournissent est tout open source dans le cadre de leur formation, etc. Beaucoup de choses, bien sûr, transpirent de plein d'autres formations, de choses que j'ai lues, de livres que j'ai lus. Il n'y a pas des choses qui sont recrachées texto. Sur Dockercoin, ce sera livré à partir vraiment d'une formation que j'ai suivie, et cette partie-là, je ne me vois pas vous la présenter beaucoup autrement. Parce que voilà, les personnes qui l'ont faite et qui la présentent le font tellement bien que je trouve que c'est vraiment une partie assez essentielle à avoir, mais en commun accord. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, c'est hyper important, ça me motive aussi, vous voyez, je produis pas mal de vidéos en ce moment autour de ça. Parlez-en autour de vous, parce que voilà, toute personne qui veut s'intéresser à Kubernetes, si vous êtes prof, si vous êtes dans un réseau d'étudiants, si vous êtes dans une communauté quelconque, un forum Discord, etc., partagez ces choses-là sur le Slack d'entreprise. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens, notamment pour les développeurs également. Donc voilà. Ciao à tous!